Pendant 3 jours d'affilée, Cooper avait creusé au même endroit derrière la vieille grange. Le berger australien grattait le sol durci avec une énergie implacable, soulevant des nuages de poussière dans l'air frais de l'automne. Puis, comme s'il attendait quelque chose, il s'arrêtait et fixait ses yeux ambrés sur Ellie Carter, exigeant sans un mot qu'il agisse point. Ce comportement n'était pas tout à fait étrange. Cooper déterrait souvent des os enfouis ou les restes de petits animaux, mais cette fois-ci, quelque chose semblait différent. Sa persévérance dégageait un sentiment d'urgence qu'Ellie ne pouvait ignorer. Le 3e matin, la curiosité l'emportant finalement sur la raison, Ellie alla chercher une pelle et commença à creuser à l'endroit où le chien avait laissé de profondes traces de griffes dans la terre. Et elle s'attendait à entendre le bruit sourd familier du métal frappant la pierre ou peut-être le craquement fragile d'un vieil os de bétail. Au lieu de cela, le premier coup résonna d'une note métallique lourde, non pas creuse comme un outil rouillé, mais dense et délibérée. Alors qu'Ellie s'agenouillait et balayait la terre compactée, quelque chose de solide apparut. Une poignée en fer corrodé, ancrée dans ce qui semblait être une porte métallique rectangulaire, complètement enfouie sous terre. Son pouce accéléra. La porte n'avait pas sa place ici, pas sur les terres des Carter, une propriété qui appartenait à sa famille depuis des générations. La terre et l'herbe avaient poussé en abondance dessus, la dissimulant à la vue pendant des décennies. Le travail était de toute évidence de qualité. Celui qui l'avait construite savait ce qu'il faisait. Le métal était épais, renforcé et coûteux, rien à voir avec les structures rudimentaires et improvisées que son grand-père avait l'habitude de construire. Ellie avait passé toute sa vie sur cette terre, aidant son grand-père à construire chaque poteau de clôture, à réparer chaque toit et à bâtir chaque étable. Si une structure comme celle-ci avait existé, il l'aurait su. Pourtant, son grand-père, un homme qui se souvenait de l'histoire de chaque acre, n'avait jamais mentionné l'existence d'une cave cachée ou d'une quelconque chambre souterraine. Et elle saisit la poignée. Elle résista d'abord, puis tourna dans un grincement protestataire lorsque le loquet céda. Un souffle d'air vicié s'éleva de l'obscurité en dessous, chargé de l'odeur du temps, pierre humide, poussière et un léger parfum de cuir et de papier. Cela rappela à Ellie le vieux coffre de son grand-père, celui qui contenait les registres familiaux et les photographies défraîchies. Une étroite échelle descendait dans le vide. Ellie hésita un instant avant d'allumer sa lanterne et de commencer à descendre prudemment. Chaque échelon était froid et solide sous ses bottes. Ce n'était pas le bois fragile d'une cave de ferme, mais de l'acier industriel solidement boulonné dans des murs en béton. Lorsqu'il atteignit le fond, la lumière de la lanterne révéla une chambre de la taille de sa cuisine. L'endroit était impeccable malgré son âge. Des murs en béton coulé. Des étagères métalliques de tous les côtés. Un petit tuyau de ventilation disparaissait dans le plafond, toujours intact. Celui qui avait construit cet espace l'avait fait avec précision et détermination. L'air sentait exactement comme à l'étage supérieur. Vieux papier, cuir et le musc léger des années oubliées. Des lourdes bâches recouvraient plusieurs objets sur les étagères. Au centre se trouvait un bureau en bois, épargné par le temps. Sur sa surface reposait un journal relié en cuir et une petite boîte en bois. Tous deux étaient recouverts d'une fine couche de poussière, mais clairement intacte. Ellie dépoussiéra la couverture du journal et l'ouvrit avec précaution, reconnaissant immédiatement l'écriture ferme et cursive de son grand père. Et la première entrée portait la date de 1924, écrite à l'époque où son grand-père, William Carter, était un jeune homme qui commençait sa carrière d'éleveur. Ellie lut à voix basse, la rencontre avec le géomètre du comté a confirmé les conclusions. Les gisements s'étendent plus loin que prévu. Il faut en informer la famille Morgan. Des gisements? Il fronça les sourcils. Quel genre de gisement? Son grand-père n'avait jamais été impliqué dans l'exploitation minière. Pourtant, les pages suivantes racontaient une autre histoire. Des notes détaillées sur des études géologiques, des réunions avec des fonctionnaires et des références constantes à la famille Morgan, leurs voisins et amis de longue date. Plus Ellie avançait dans sa lecture, plus l'histoire devenait troublante. Il y était question de négociations, de revendications gouvernementales et de droits territoriaux. Puis le ton changea, des phrases laconiques écrites à la hâte. La pression augmente. Il faut finaliser la vente. La sécurité de la famille avant tout. Mettant le journal de côté, Ellie ouvrit la boîte en bois. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photographies et des documents officiels portant des sceaux territoriaux. Une photo montrait son grand-père debout à côté du trépied d'un géomètre, entouré de plusieurs hommes inspectant des échantillons de roches. Derrière eux s'étendait un paysage qu'Ellie reconnut immédiatement. La vallée de leur ranch,
mais parsemée de piquets en bois et de drapeaux de levée topographique. Et la photo suivante lui coupa le souffle. Elle montrait des dizaines d'ouvriers autour d'engins lourds, du type de ceux utilisés pour l'exploitation minière. Son grand-père se tenait fièrement près d'un panneau sur lequel on pouvait lire « Concession minière Carter établie en 1924 ». Ellie s'effondra dans le fauteuil le plus proche, la lanterne tremblant légèrement dans sa main. Les implications étaient stupéfiantes. Son grand-père, l'homme qui avait lutté toute sa vie pour maintenir à flot leur modeste ranch, avait autrefois supervisé une exploitation minière à grande échelle. Juste sous leurs pieds. À eu fond de la boîte se trouvait un document juridique jauni, un contrat daté de 1925. Il décrivait la vente de tous les droits miniers sur les terres des Carter à Thomas Morgan, patriarche du ranch voisin, pour un prix si ridiculement bas qu'il pouvait à peine couvrir les coûts d'équipement. Et sous ce contrat, de la main tremblante de William Carter, se trouvait une note effrayante, paiement reçu en totalité. Silence guarantee. Au-dessus de lui, Cooper se mit à aboyer, avec cet aboiement aigu et insistant qu'il n'utilisait que lorsque des étrangers s'approchaient. Ellie rassembla rapidement le journal, les photographies et les documents, éteignit la lanterne et commença à remonter l'échelle pour retourner à la surface. Il referma la lourde porte, dispersant de la terre et de la paille pour la dissimuler. Quelques instants plus tard, le bruit rythmique des sabots résonna au-delà de la grange. Dans la pénombre, Henry Morgan, le rancher voisin, chevauchait, le visage buriné figé dans une expression sombre. Bonjour, Ellie, dit Henry en descendant lentement de cheval. Son regard balaya le sol derrière la grange, s'attardant sur la terre fraîchement remuée. J'ai entendu ton chien faire tout ce vacarme. Il a déterré quelque chose d'intéressant? Ellie s'efforça de parler d'un ton calme. Probablement juste un vieil os. Tu sais comment sont les chiens. Mais le regard d'Henry s'attarda trop longtemps. Une lueur de reconnaissance passa dans ses yeux, non pas de surprise, mais d'effroi. Il connaissait cet endroit. Il savait exactement ce qui se trouvait en dessous. Certaines choses, dit Henry doucement, il vaut mieux les laisser enfouies. Ton grand-père l'avait compris. Ellie soutint son regard. On dirait que mon grand-père avait compris beaucoup de choses qu'il n'a jamais dites à personne. Henry serra les mâchoires. Tu ferais bien de te rappeler que certaines vérités peuvent ruiner plus que des réputations. L'avertissement resta suspendu dans l'air, aussi lourd que les nuages d'orage qui s'amassaient au-dessus de la vallée. Ellie regarda Henry Morgan remonter sur son cheval, les mouvements de l'homme âgé étant délibérés et lourds de tension. Pendant un instant, Henry sembla vouloir en dire plus, mais il n'y parvint pas. Ses traits burinés se durcirent en un masque d'autorité fatigué. Que as-tu trouvé là-bas, Ellie? Demanda-t-il finalement, d'une voix basse mais suffisamment aiguë pour couper le vent. Et la question confirma les soupçons d'Ellie. Henry était au courant de la chambre enterrée. Il l'avait probablement toujours su. Assez, répondit Ellie avec prudence, pour me demander pourquoi une exploitation minière qui appartenait autrefois à ma famille s'est retrouvée entre vos mains, et pourquoi les archives à ce sujet ont été enterrées sous ma grange. Le regard d'Henry se porta vers l'horizon, où la lumière déclinante du soleil se fondait dans les crêtes lointaines. Il y a des choses que tu ne comprends pas à propos de cette époque. Des circonstances qui ont forcé la main de ton grand-père. Comme quoi? Insista Ellie. Des menaces, répondit Henry calmement. Des menaces qui allaient bien au-delà de l'argent ou des biens. Il poussa un soupir las, puis ajouta. Ton grand-père a fait des choix pour protéger sa famille, des choix que je referais si j'étais à sa place. Sur ces mots, Henry éperonna son cheval et s'éloigna, laissant derrière lui un nuage de poussière et des vérités tacites. Ellie resta longtemps immobile, le journal pesant dans sa poche. Lorsqu'il rentra enfin à la maison, il étala les photos et les documents sur la table de la cuisine, à la lueur vacillante de la lampe. Chaque page ne faisait qu'épaissir le mystère. Les évaluations minières, les cartes territoriales et les notes détaillées de son grand-père brossaient le tableau d'une exploitation légitime et rentable. À elles seules, les études géologiques révélaient des gisements de minerais d'argent d'une valeur inestimable, même selon les normes modernes. Puis, brusquement, tout s'était arrêté en 1925, l'année de la vente. Ellie relut les dernières pages du journal de son grand-père. L'écriture, autrefois soignée et assurée, devenait de plus en plus irrégulière, les menaces s'intensifient. Impossible de faire appel à la justice locale. Morgan prétend avoir des relations au sein du gouvernement. La famille doit passer avant tout. Ellie se cala dans son fauteuil, incrédule. Son grand-père,
Un homme qui lui avait appris que l'honnêteté et le travail acharné étaient les seules valeurs qui comptaient, avait été contraint. Forcé de renoncer à une découverte qui aurait pu changer le destin de leur famille. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Le son était faible, presque hésitant. Il éteignit la lampe et se dirigea silencieusement vers la fenêtre. Dehors, le clair de lune révélait une silhouette solitaire debout sous le porche. Une femme qui jetait des regards nerveux vers le ranch des Morgan. Ellie ouvrit la porte avec précaution. Monsieur Carter, murmura-t-elle, je dois vous parler de ce que vous avez trouvé aujourd'hui. Il la reconnut immédiatement, Clara Morgan, la fille d'Henry. Elle quittait rarement la propriété familiale, et jamais après la tombée de la nuit. Son visage était pâle, sa voix tremblante, mais ses yeux reflétaient la même détermination désespérée qu'Ellie avait vue dans les écrits de son grand-père. « Mon père ne sait pas que je suis ici, » poursuivit-elle rapidement. « Mais je sais ce que vous avez trouvé, car j'ai aidé à mettre certains de ces documents là-bas. » Ellie se figea. « Vous avez quoi ? » « Mon grand-père me l'a dit avant de mourir, » répondit-elle. « Il voulait que quelqu'un dans notre famille connaisse la vérité sur ce qui s'est réellement passé en 1925. » Clara jeta un nouveau coup d'œil par-dessus son épaule, la peur paralysant ses mouvements. « S'il vous plaît, pouvons-nous parler à l'intérieur ?» Ellie s'écarta et ralluma la lampe. Le regard de Clara se posa immédiatement sur les papiers étalés sur la table. Elle s'en approcha avec familiarité, ses doigts suivant les traces d'encre délavée et les marques d'arpentage. « L'argent était bien réel, » murmura-t-elle. « Votre grand-père a découvert l'un des plus grands gisements de la région. Mais les autorités territoriales voulaient que les droits miniers soient transférés à des familles ayant une influence politique, des familles comme la mienne. » Sa voix se fit plus froide à mesure qu'elle parlait. « Mon grand-père était le commissaire territorial aux terres à l'époque. Lorsque William Carter a refusé de vendre, ils ont fabriqué des preuves et l'ont accusé d'avoir usurpé des concessions et violé les lois fédérales sur l'exploitation minière. » Ellie sentit essa poitrine se serrer. « Vous dites qu'il a été victime de chantage. »« Oui, » répondit Clara. « Ils lui ont dit qu'il pouvait vendre discrètement et protéger sa famille, ou faire face à des poursuites judiciaires qui le ruineraient. Il a accepté le marché. Mais il s'est assuré que les preuves de ce qui s'était réellement passé soient cachées, afin qu'un jour, quelqu'un puisse rétablir la vérité. » Elle sortit un petit dossier en cuir de sous sa cape. « Cela appartenait à mon grand-père. Il m'a fait promettre que si un Carter trouvait un jour ce bunker, je remettrais ces documents. » À l'intérieur du dossier se trouvaient d'autres photographies, des études géologiques et des lettres officielles estampillées des sceaux territoriaux, mais celles-ci étaient différentes. Elles révélaient la véritable valeur des filons d'argent, l'étendue totale de la concession de Carter, et surtout, la correspondance interne prouvant que les accusations portées contre William Carter avaient été fabriquées avant même qu'une enquête ait lieu. Ellie fixa les documents, bouleversée. « Pourquoi m'aidez-vous » La mâchoire de Clara trembla. « Parce que la fortune de notre famille a été bâtie sur la souffrance de la vôtre. Mon grand-père ne pouvait pas vivre avec ce qu'il avait fait. Il voulait que la vérité éclate, mais il avait trop peur des conséquences que cela aurait pour nous. » Avant qu'Ellie n'ait pu répondre, le bruit lointain de sabots brisa le silence de la nuit. Le visage de Clara pâlit tandis qu'elle se dirigeait vers la fenêtre. « Oh non » murmura-t-elle. « Il a découvert le pot aux fleurs. » 4 cavaliers s'approchèrent du ranch à un rythme mesuré, leurs silhouettes se découpant dans le clair de lune. Ellie reconnut Henry Morgan à leur tête. Les hommes derrière lui étaient inconnus, leur posture et les fusils suspendus à leur selle indiquaient qu'il s'agissait de mercenaires, et non d'ouvriers agricoles. Clara se tourna vers Ellie, le regard brûlant d'urgence. « Il a dû découvrir que j'avais pris les documents dans le coffre-fort de notre famille. » L'esprit d'Ellie s'emballa. Les preuves éparpillées sur sa table pouvaient révéler des générations de corruption, mais elles pouvaient aussi détruire l'empire Morgan du jour au lendemain. Les cavaliers mirent pied à terre et se déployèrent pour encercler la maison. La voix grave et autoritaire d'Henry retentit. « Clara. Je sais que tu es là. Sors, et nous réglerons cela en famille. » Clara serra las puings. Il ne veut pas discuter. Il veut effacer toute trace de la vérité. Ellie agit rapidement, cachant le dossier en cuir sous la table. Puis il retourna vers la porte, le cœur battant à tout rompre. Et la voix d'Henry se fit plus aiguë. « Vous avez pris quelque chose qui ne vous appartient pas, quelque chose qui pourrait nuire à beaucoup d'innocents si cela venait à être mal utilisé.
Innocence? La voix de Clara se brisa sous le coup de l'émotion. Et les Carter? Et les 70 ans de terre volée et de mensonges? Ellie vit l'un des cavaliers bouger, le clair de lune se reflétant sur le canon de son fusil. Ces hommes n'étaient pas là pour négocier. Henri fit un pas en avant. Votre grand-père a fait son choix. Il a accepté une compensation équitable et a assuré l'avenir de sa famille. Une compensation équitable? Retorqua Clara. Une poignée de dollars pour de l'argent qui en valait des millions, sous la menace d'une peine de prison pour de fausses accusations, le visage d'Henri s'assombrit. Ces accusations n'étaient pas fausses. Mais Ellie avait déjà lu les documents. Il savait que ce n'était pas vrai. Le soi-disant mandat fédéral avait été signé avant même toute enquête, preuve que le résultat avait été arrangé bien à l'avance. Où sont les papiers, Clara? Demanda Henri, perdant toute trace de patience. Ils sont en sécurité, répondit-elle. En sécurité chez quelqu'un qui veillera à ce que la vérité éclate au grand jour. C'était du bluff, mais Henri ne pouvait pas se permettre de le relever imprudemment. Fouillez la maison, ordonna Henri. Les hommes commencèrent à bouger. Ellie s'avança dans l'embrasure de la porte, la voix calme mais provocante. Tu n'as aucune autorité ici, Henri. C'est ma terre. L'un des cavaliers ricana. Plus pour longtemps. Nous avons des preuves qui disent le contraire. Ellie comprit alors que cette confrontation ne concernait pas seulement de vieux secrets, mais aussi la propriété, l'élimination du dernier obstacle entre les Morgan et la fortune enfouie sous le ranch Carter. Et la voix d'Henri rompit le silence tendu, froide et définitive. Je te donne une chance de me remettre ces documents, Ellie. Après cela, il laissa sa menace flotter dans l'air nocturne. Clara se pencha vers lui et murmura. Il y a une issue par l'ancien fumoir. Il est relié au lit du ruisseau. Mon grand-père l'a construit pendant les conflits. Ellie jeta un coup d'œil vers l'arrière de la propriété, calculant la distance. Il y avait 30 mètres de terrain dégagé et les cavaliers encerclaient déjà la maison. À l'intérieur, Cooper se remit à aboyer, non pas un aboiement de colère pour avertir, mais un aboiement excité et urgent de reconnaissance. Quelqu'un était à la porte arrière. Henri se redressa sur sa selle, prenant le bruit pour un signe de réussite. Le temps est écoulé. Mais Ellie comprit à l'aboiement de Cooper que le chien n'avertissait pas d'un danger. Il saluait une aide. Et la porte arrière s'ouvrit en grinçant et la lumière de la lampe vacilla lorsqu'une grande silhouette entra. Ellie retint son souffle lorsqu'il reconnut le shérif d'Annar Grove, l'homme de loi du comté qui connaissait sa famille depuis des décennies. L'insigne en forme d'étoile sur sa poitrine brillait faiblement dans la pénombre. Bonsoir, Ellie, dit calmement le shérif, les yeux passant de Clara au fusil qu'Ellie tenait toujours. On dirait qu'il y a un petit problème. Dehors, la voix d'Henry Morgan retentit. Shérif, c'est une affaire privée. Vous feriez mieux de rester en dehors de ça. Dan l'ignora, sans quitter Ellie des yeux. Tu ferais mieux de poser ça, fiston. J'ai appris tout à l'heure qu'il se passait quelque chose d'important ici. J'ai pensé qu'il valait mieux venir voir par moi-même. Ellie baissa légèrement son fusil, soulagé mais méfiant. Qui vous l'a dit? Un informateur anonyme, répondit Dan. Il a dit que des hommes armés se dirigeaient vers le ranch Carter. On dirait qu'il ne mentait pas. Clara s'avança. Marshall, ces hommes travaillent pour mon père. Il essaie de détruire les preuves qui démontrent que ma famille a volé cette terre il y a près d'un siècle. Dan fronça les sourcils. C'est vrai? Ellie se dirigea vers la table, sortit le dossier caché et étala les documents sur le bois. Ces papiers montrent que la vente de ce ranch a été forcée sous de fausses accusations. Il y a ici des lettres officielles, signées et scellées, qui le prouvent. Dan parcourut les documents, ses yeux expérimentés se posant rapidement sur les signatures et les cachets. Bon sang, murmura-t-il. J'ai déjà vu ces noms. Dans de vieux registres territoriaux datant de l'époque où les droits miniers faisaient l'objet d'un litige. Certains de ces fonctionnaires ont disparu dans des circonstances inexpliquées. Clara acquiesça. Parce qu'ils ont été réduits au silence. Mon grand-père a aidé à étouffer l'affaire. Le marshal se redressa, le visage durci. Et Henry Morgan ne veut pas que quelqu'un remette ça sur le tapis. Un coup de feu retentit à l'extérieur, éclatant le poteau du porche à côté de la fenêtre. Cooper aboya furieusement tandis que l'écho résonnait dans la vallée. Baisse-toi, cria Dan en plongeant pour se mettre à couvert alors qu'un autre coup de feu brisait la vitre. Ellie attrapa Clara et la tira derrière le poêle.
Ils n'attendent pas les négociations, siffla-t-il point. Je ne suis pas surpris, dit Dan d'un ton sinistre, en vérifiant son revolver. Mais s'ils pensent pouvoir passer outre la loi par les armes, ils se trompent lourdement. Il regarda par la fenêtre, les yeux plissés. 4 cavaliers, tous armés. Henri reste en retrait, il laisse ses hommes faire le sale boulot. Le bruit des sabots fouettant la terre rompit le silence. Puis la voix d'Henri retentit à nouveau, plus froide cette fois. Marshal, il s'agit d'un différend familial. Vous n'avez aucune autorité ici. Dan répondit, vous vous trompez, Henri. J'ai toute autorité lorsque des gens se mettent à tirer des coups de feu sur une propriété privée. Après une pause, le ton d'Henri changea, devenant presque moqueur. Et qui va appuyer vos dires, Dan? Le nom des Carter n'a plus beaucoup de poids. Ellie serra las poings. Vous seriez surpris de voir à quelle vitesse cela va changer. Il tendit au marshal l'une des lettres portant le sceau du gouvernement. Celle-ci prouve que la revendication de mon grand-père était légitime. Si nous pouvons les remettre aux archives de l'État, nous pourrons rouvrir le dossier. Henri avait dû les entendre à travers la fenêtre brisée, car ces mots suivants ressemblaient à un grognement. Vous pensez qu'une pile de vieux papiers va changer quelque chose? Ma famille possède cette terre depuis des générations. Vous n'avez rien d'autre que des fantômes. Alors pourquoi en avez-vous si peur? Rétorqua Ellie. Pendant un instant, le silence régna. Puis on entendit le léger clic d'un chien qu'on armait. Dan fit signe vers la porte arrière. Nous passerons par le fumoir. Clara, tu y vas en premier. Reste baissé. Ils se glissèrent dans le couloir sombre, guidés par la faible lumière de la lune. Derrière eux, des bottes martelaient le porche. Les hommes d'Henri se rapprochaient point dehors, l'air nocturne était froid et vif. Le vieux fumoir se dressait devant eux, à moitié effondré mais toujours debout. Ils se glissèrent à l'intérieur, leur souffle formant des nuages dans le froid. Clara désigna une étroite ouverture près du sol. Là, ça mène au lit du ruisseau. On peut le suivre jusqu'à la Crétaie. Dan s'accroupit pour l'inspecter. C'est étroit, mais ça ira. Il se tourna vers Ellie. Passez en premier avec l'épreuve. Je vous couvre. Ellie hésita, entendant des voix crier des ordres derrière la maison. Vous êtes sûr? Le marshal eut un sourire sinistre. Fiston, ça fait 30 ans que je poursuis des hors-la-loi. Ce n'est pas le pire trou dans lequel je me suis glissé. Ellie acquiesça, attrapa le dossier et se glissa dans le passage, suivi de près par Clara. La terre humide leur écorchait les mains tandis qu'ils rampaient. Ils pouvaient encore entendre des cris étouffés, puis un autre coup de feu, plus proche cette fois. Quand ils émergèrent enfin près du ruisseau, Ellie se retourna pour aider Clara. Ça va? Elle acquiesça, bien que son visage fût pâle. Dan, un instant plus tard, le marshal sortit en rampant, haletant. Toujours en vie. Continuons d'avancer avant qu'ils ne nous repèrent point. Ils suivirent le ruisseau vers l'est jusqu'à atteindre l'ombre d'un vieux château d'eau qui marquait la limite de la propriété d'Ellie. De là, ils pouvaient voir les lumières du ranch Morgan scintiller au loin et entendre le grondement lointain des cavaliers qui fouillaient les champs. Dan s'agenouilla à côté d'un tronc d'arbre tombé, reprenant son souffle. Nous allons nous rendre en ville. J'ai des amis au palais de justice qui peuvent mettre ces preuves en sécurité jusqu'à ce qu'un juge les examine. Clara regarda vers l'horizon. Mon père n'abandonnera pas. Il achètera qui il faudra. Dan la regarda fixement. Alors nous veillerons à ce que la presse en soit informée. Une fois que cela sera rendu public, il sera impossible de l'étouffer à nouveau. Ellie jeta un coup d'œil au dossier, l'esprit en ébullition. Tu penses que ça tiendra devant un tribunal? Il ne s'agit pas seulement du tribunal, répondit Dan. Il s'agit de l'histoire. Une fois que les gens connaîtront la vérité, aucune somme d'argent ne pourra l'effacer. Soudain, une lueur de lanterne apparut au bout du sentier. L'un des cavaliers d'Henri les avait repérés. Partez. Aboya Dan. Je vais le ralentir. Ellie protesta, mais le shérif l'interrompit. Vous avez ce qui compte. Mettez Clara et ses preuves en sécurité. Ils coururent à travers les broussailles, les branches griffant leurs vêtements, jusqu'à ce qu'ils atteignent la route menant à Red Bluff, la ville la plus proche. Clara trébucha et Ellie la rattrapa par le bras. Derrière eux, des coups de feu retentirent à nouveau. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée de la ville, les premières lueurs de l'aube apparaissaient à l'horizon. Les rues poussiéreuses étaient encore calmes,
Les lumières du saloon étaient tamisées et le bureau du shérif était plongé dans l'obscurité, à l'exception d'une faible lueur à la fenêtre. Dan les rejoignit quelques minutes plus tard, boitant légèrement mais souriant malgré l'épuisement. « Je vous avais dit que j'y arriverais. » Il frappa à la porte du shérif jusqu'à ce qu'un adjoint aux yeux embrumés apparaisse. « Marshal Hargrove » balbutia l'adjoint. « Mais qu'est-ce qui ? Fermez cet endroit à clé, ordonna Dan. Nous avons des preuves de fraude foncière, de coercition et peut-être même de meurtre remontant à plusieurs générations. Je veux que ces documents soient mis sous bonne garde jusqu'à ce que le juge Ralston les examine. » L'adjoint prit le dossier, les yeux écarquillés. « Oui, monsieur. » Clara s'effondra dans un fauteuil, tremblant de soulagement. « C'est vraiment fini ?» Dan secoua la tête. « Pas encore. Henry Morgan n'abandonnera pas facilement. Mais il a commis une erreur de trop. Tirer sur un homme de loi. Ellie expira lentement, le poids de plusieurs générations s'allégeant, ne serait-ce qu'un peu. Quoi qu'il arrive ensuite, je suis prêt. Dan acquiesça lentement. Bien. Parce que ce qui est enterré dans ces collines n'est pas seulement de l'argent, Ellie, c'est la vérité. Et la vérité finit toujours par éclater au grand jour, peu importe à quel point les gens essaient de la cacher. Dehors, les premiers rayons du soleil touchaient les toits de Red Bluff, balayant la poussière et la nuit. Ellie regarda Clara, fatiguée, secouée, mais toujours debout à ses côtés, et pour la première fois depuis la découverte de cette chambre. Il sentit une faible lueur d'espoir. 3 semaines s'écoulèrent avant que le tribunal de Red Bluff ne se réunisse. L'affaire Carter et Morgan Holdings attira des foules venues de tous les comtés voisins. De vieux éleveurs, des journalistes et des habitants curieux envahirent le palais de justice, murmurant qu'il s'agissait du plus grand scandale que le territoire ait connu depuis des décennies. Ellie s'assit à côté du marshal Hargrove et de Clara Morgan, le dossier en cuir posé sur la table devant eux. De l'autre côté de la pièce, Henry Morgan semblait calme, mais la tension dans sa mâchoire trahissait son apparence sereine. Lorsque le juge entra, un silence s'abattit sur la salle. Le cœur d'Ellie battait à tout rompre tandis que le greffier commençait à lire les chefs d'accusation. Fraude foncière, falsification de documents fédéraux, coercition sous la menace d'emprisonnement. Chaque mot résonnait comme un coup de marteau sur une enclume. Clara gardait la tête baissée, incapable de croiser le regard de son père. L'avocat d'Henry affirmait que ces accusations étaient anciennes et que des preuves datant de 1925 ne pouvaient avoir aucune valeur juridique. Mais la voix ferme de Dan Hargrove traversait la salle d'audience comme le vent sur l'acier. La falsification n'a pas de date d'expiration, votre honneur. Pas plus qu'un vol de cette ampleur. Il présenta chaque lettre, chaque photographie et chaque carte, toutes tamponnées, signées et référencées dans les archives territoriales encore existantes. Le juge les examina en silence, levant parfois ses lunettes pour mieux voir un sceau ou une signature. Finalement, Henry fut appelé à la barre. Son avocat hésita, mais Henry insista. « Je parlerai pour moi-même. » Il se leva, les épaules droites, dans une salle où régnait une atmosphère lourde d'attente. « Oui, dit-il, mon grand-père a acheté la propriété Carter. Et oui, la vente a peut-être été encouragée par des hommes puissants. Mais le monde était différent à l'époque. Tout le monde faisait ce qu'il fallait pour survivre. » Il tourna son regard vers Ellie. « Tu penses avoir découvert un crime, mon garçon. Mais tout ce que tu as fait, c'est ressusciter des fantômes qui auraient dû rester enfouis. » Ellie se leva lentement, la voix calme mais ferme. « Ces fantômes étaient ma famille. Mon grand-père est mort en pensant qu'il nous avait laissé tomber. Vous parlez de survie, mais tout ce qu'il voulait, c'était l'honnêteté. Quelque chose que votre famille a enfoui plus profondément que l'argent que vous avez volé. » Un murmure parcourut la salle d'audience. Le juge leva la main pour faire régner le silence, les yeux fixés sur Henry. « Monsieur Morgan, dit-il, que votre grand-père ait été contraint ou non, les documents montrent une fraude délibérée de la part de fonctionnaires agissant sous son influence. La succession Morgan a bénéficié de cette fraude. La loi est claire. » Le verdict tomba peu après midi, la revendication initiale de Carter était valide. La propriété du ranch et les droits miniers revinrent à Ellie Carter. Une indemnisation fut ordonnée pour les décennies d'utilisation illégale, à payer par la succession Morgan. La salle d'audience explosa de réactions. Des cris étouffés, des applaudissements et même quelques cris d'incrédulité. Henry resta immobile, le visage livide. Clara lui prit la main, mais il la retira,
la fierté s'accrochant encore à lui comme de la poussière sur un vieux manteau point dehors, la lumière du soleil était aveuglante après la pénombre de la salle d'audience. Les journalistes se pressaient autour d'eux, criant des questions et prenant des photos. Ellie ne dit pas grand-chose. Il ne s'agit pas de vengeance, dit-il à un journaliste. Il s'agit de rétablir la justice. À ses côtés, Clara restait silencieuse, le regard lointain. Plus tard dans la soirée, elle se rendit seule au ranch Carter. Le coucher de soleil peignait la grange de teinte dorée et rouille, la même grange où tout avait commencé. Elle trouva Ellie près du corral, en train de réparer un poteau de clôture que Cooper avait délogé. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla point finalement. Clara dit « Il part. Il a vendu la plupart des propriétés Morgan pour couvrir la restitution. Il ne l'admettra jamais à voix haute, mais il sait que c'est fini. » Ellie acquiesca. Et toi? Elle hésita, puis sourit faiblement. Je reste à Red Bluff. Je veux aider le comté à archiver ses documents, pour m'assurer que rien de tout cela ne soit à nouveau oublié. Ellie essuya la poussière de ses mains. C'est du bon travail. Clara le regarda alors, l'air doux. C'est un travail honnête. Ton grand-père aurait aimé ça. Ils restèrent debout en silence, le vent apportant les sons faibles du soir. Le ruisseau, les chevaux, le bruissement de l'herbe. Finalement, elle se retourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. Tu as révélé la vérité, Ellie. Ça vaut plus que de l'argent. Puis elle s'éloigna, sa silhouette s'estompant à l'horizon point alors que la nuit tombait. Ellie se tenait seule près de la grange. La lumière de la lanterne brillait chaudement contre les murs en bois qui avaient caché tant de secrets. Il pouvait encore sentir l'écho de la présence de son grand-père, la force tranquille d'un homme qui avait tout perdu, mais jamais son intégrité. Le passé, autrefois enfoui, respirait à nouveau librement. Il regarda les étoiles, puis revint vers la terre qui était enfin à nouveau sienne. Cooper trottina à ses côtés, remuant la queue, et Ellie sourit. « Nous avons réussi, mon vieux, » murmura-t-il. « Nous avons tout ramené à la maison. » Le vent balayait la vallée, emportant avec lui l'odeur de la sauge et de la pluie, murmurant dans l'herbe comme une voix venue d'autrefois. Le ranch Carter, reconquis, racheté et revivant, se dressait en silence sous le ciel infini de l'ouest.